Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Regard croisé. Après 4 mois d'absence, le retour du Premier ministre Choguel Kokala Maïga à la primature, c'est du moins le sujet qui va essentiellement occuper nos regards ce soir. Pour l'aborder, nos invités, ils sont 4. Le premier est Evelyne Jacques, il est du cadre des partis et organisations politiques pour un retour à l'ordre constitutionnel. Madame Evelyne, merci d'être avec nous ce soir. Merci de m'avoir invité. Deuxième invité, Dr Mohamed Kassoum Djiré, président des Sentinelles du Mali, regroupement, si vous voulez, mouvement membre du M5 RFP. Dr Djiré, merci d'être avec nous. Merci. Troisième invité, M. Cheikhoumar Soumano, il est le coordinateur du baromètre du Mali, également président de l'organisation des jeunes patrons du Mali, OGEP. M. Soumano, merci d'être avec nous. Bonsoir Barou, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation. Quatrième invité, M. Bagui Diarra, il est analyste politique. M. Diarra, merci d'être là ce soir. Merci beaucoup, M. Sidi. Avant d'ouvrir le débat sur le sujet qui nous réunit ce soir, Evelyne Jacques, le sport, c'est votre tasse de thé préférée? Pas trop, mais je soutenais quand même le bleu. Vous soutenez déjà les bleus. Dr Djiré? Bien, c'est le sport national et du coup, tout le monde aime le sport. Soumano? Oui, moi, c'est bien. Aujourd'hui, on est tous fiers africains d'avoir vu un pays de l'Afrique dans le carré d'as. Et ça rappelle qu'aujourd'hui, le Mali doit inscrire le sport, notamment le football, dans ses préoccupations parce que c'est un instrument, un vecteur d'unisson. Ça peut permettre d'unir l'ensemble des sensibilités aujourd'hui. Si le Mali avait été à cette place aujourd'hui, je pense qu'on aurait fait un grand pas vers la réconciliation. Votre équipe, vous supportez déjà quelle équipe? Mon équipe est déjà sortie. Mon équipe est au premier tour. Donc, moi, j'ai déjà fait mon deuil, quoi. Voilà. Diarra? Oui, M. Sibé, mais disons que ça fait vraiment chaud au cœur quand on voit que l'histoire du football est marquée aujourd'hui à cet instant même, en tout cas au niveau du continent africain, par cette belle victoire marocaine. Ça fait vraiment chaud au cœur. On doit fermer les yeux sur cette petite déclaration de Bouffane, par exemple. Moi, c'est seulement cette victoire historique-là que je regarde. Le reste, là, pour l'instant, la réflexion va y s'étaler, mais pour l'instant, c'est vraiment savoureux cette victoire-là, parce qu'elle est belle, en fait. Et bonne chance aux Bleus. Ils ont mérité la victoire s'ils arrivent à gagner. Merci. Je le disais tantôt, c'est lundi 5 décembre, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a effectivement repris service à la primature après 4 mois d'absence pour raisons sanitaires. Qu'est-ce qui a donc été déterminant pour ce retour du Premier ministre Choguel Kokala Maïga à la primature qui n'était pas forcément gagné d'avance selon certains observateurs? Pour ce qui me concerne, je préfère poser la question à mes invités du jour. Dr Djiré, qu'est-ce qui a été déterminant pour ce retour de Choguel à la primature? Merci Barou, merci à tous les Maliens qui nous suivent sur Renouveau, les Maliens de l'intérieur comme de la diaspora. Moi je pense que ce qui a été déterminant, c'est surtout la constance et la détermination, comme l'a dit le président de la transition l'autre jour. Et le président a expliqué aux Maliens qu'il y a des forces internes et externes qui tentent de déstabiliser notre processus de refondation. Cette refondation est demandée par le peuple malien, par les amis de l'Afrique et par tous les amis du Mali dans le monde. Choguel Kokala Maïga est venu dans un moment très difficile de notre histoire récente et à travers lui, à travers toutes les forces du changement, ils ont pu amener le bateau Mali très loin à travers la célèbre phrase « Ils nous ont laissés en plein vol ». Oui. Cela a révolutionné les Maliens, l'Africain et le monde entier. C'était une première fois qu'un Premier ministre ait le courage de dire à la communauté internationale ce qui ne va pas au Mali. Vous vous attendiez à son retour? Oui, on s'attend bien sûr pour la continuité. Et d'ailleurs, celui qui l'a remplacé l'a dit sur la tribune des Nations Unies, que cette lutte que nous avons engagée est une lutte qui va continuer. Donc sur ce, aujourd'hui on le souhaite bonne santé. Peut-être il y a eu des manquements que j'espère que maintenant ça serait corrigé.
Et je demande à la classe politique d'aider un de leurs à faire bouger le Mali, parce que durant 30 ans, on n'a pas pu avoir, c'est-à-dire un gouvernement qui est capable de dire ce que les Maliens pensent. Donc on le souhaite bonne chance et surtout bonne mission. Evelyne, beaucoup d'observateurs avaient prédit le non-retour de Choguel à la primature. Bon, c'est normal. C'est une surprise pour vous? Non, bon, ce n'était pas une surprise vu, comment on appelle, tout ce qu'il a mis en œuvre, lui et sa délégation de communication. On a vu qu'il y a quelque temps, beaucoup de ses adeptes ont fait des publications sur les réseaux. Il vient dans une semaine, il vient dans 10 jours, il a récupéré. Et même après sa récupération, normalement, quelqu'un qui vient d'une maladie, c'est les gens qui doivent aller le rendre visite pour lui souhaiter bonne arrivée ou prompt rétablissement. Mais c'est monsieur qui prend son bâton pour aller faire le tour des autorités pour dire qu'il est apte à reprendre le travail. Donc déjà, c'est comme s'il forçait la main pour le retour. Ça veut dire que déjà, il n'était pas en bonne voie de retour et qu'il a persisté, il a fait tout pour revenir, même si aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est prêt à accepter une coquille vide juste pour porter le nom de Premier ministre. Et c'est ce qu'on voit à travers l'abrogation du décret du PM intérimaire, qui aujourd'hui est ministre d'État. De surcroît, on parle en cas de vacances de pouvoir. Ce qui n'a jamais existé dans l'administration malienne, c'est une première. Donc cela prouve en quelque sorte qu'il est là, mais c'est un Premier ministre dans une coquille vide actuellement. D'accord. Monsieur Diarra, ce retour? Je pense que de mon point de vue, ce qui a pesé dans ces retours-là, c'est peut-être cette volonté des acteurs, donc la ratification. Donc en ce moment, j'appelais les militaires et les M5 respect à travers donc le Premier ministre Choguel, en fait, leur volonté de consolider la confiance d'abord entre eux partis pour pouvoir avancer. Deuxième élément, leur volonté effectivement de cheminer dans la continuité, une continuité fondée sur principalement, si vous voulez, la sauvegarde de tout ce qu'on a appelé la souveraineté. Parce que vous ne pouvez pas aller à cette sauvegarde de la souveraineté sans être d'abord unis au sein d'une équipe autoritaire. Donc, passez-moi l'expression, je vais dire, en fait, entre les différents maillons des autorités de la transition, je vais parler des 3 organes. Vous ne pouvez pas y aller si entre vous déjà, vous ne parvenez pas à avoir une certaine collégialité pour vous ouvrir en ce moment au reste du peuple et mobiliser pour soutenir en ce moment donc votre souveraineté que vous portez plus haut. Donc pour moi, ce sont ces deux-là qui ont beaucoup plus pesé. C'est vrai que tout autour, quand on voyait ce qui se disait et sur les réseaux sociaux et peut-être le temps que tout cela prenait, il y avait quand même des supputations qu'on pouvait simplement se dire, mais tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque part quelque chose qui n'est pas en train de rouler comme il le fallait? Mais juste pour me résumer, pour moi, c'est la volonté de maintenir donc cette confiance entre acteurs de la ratification et deuxièmement, c'est de poursuivre en fait le saut vers donc la souveraineté qui ne peut se faire que dans une certaine unité d'action. Soumarno Choguel qui fait finalement démentir pratiquement tous les pronostics. Merci bien, Barou. Déjà, je me rappelle, il y a de cela 2 semaines, j'annonçais sur ce même plateau que le retour de Choguel, si ça devait arriver, ça ne devait pas se prendre. Donc, je pense que le cas s'est présenté. Et je l'ai dit, la seule personne aujourd'hui qui sait qui peut faire son affaire, c'est le président de la République qui a la responsabilité entière, soit de démettre ou de confirmer Choguel. Et je pense qu'il a pris le parti d'aller vers la confirmation de Choguel. Et à l'époque, j'avais aussi rappelé que quelle que soit l'issue, la décision qu'il venait à prendre, que tout bon Malien devrait l'accompagner dans cette situation. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, je reste dans cette dynamique. Il faut accompagner le président dans le choix d'avoir confirmé Choguel. Ceci étant, il faudrait que le Premier ministre Choguel sache que les défis sont énormes. Et déjà, le fait qu'il y a un certain nombre de commentaires dans le sens où il ne devait pas venir, je pense qu'il doit lui soit davantage travailler pour surprendre. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il se mette au travail et redoubler d'efforts. Maintenant, les gens l'oublient, il faut aussi saluer le travail remarquable qui a été fait par le Premier ministre intérimaire sortant. C'est un monsieur qui est resté très sobre, qui a travaillé, j'allais dire, dans l'ombre, qui a travaillé à réunir l'ensemble des Maliens,
et qui aujourd'hui, très en bon républicain, a décidé de s'effacer et occuper le poste qui lui avait été autrefois dévolu, mais maintenant il est monté en grade en qualité de ministre d'État. Je pense que là aussi, il faut saluer la vision du président Assimi pour éviter des frustrations, et ça permet véritablement pour moi de créer la cohésion et de la continuité au sein d'une équipe qui est le gouvernement. Maintenant, ce que je peux dire, le maître mot de Choguel, ça doit être, de mon point de vue, l'unification, réunir tous les Maliens. Il ne faudrait plus qu'il y ait, de mon point de vue en tout cas, il ne faut pas qu'il y ait des propos qui pourraient frustrer avec des relents de division. Oui. Je pense qu'on ne doit plus entretenir ça. Et aussi, je veux aussi dire, ça a été dit, les personnes qui écoutent beaucoup plus les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'informations, je dirais, sensibles qu'on apprend sur les réseaux sociaux. Et souvent, on se dit, il faudrait qu'on parvienne aujourd'hui à bien gérer l'information, parce que même dans la gestion des informations, il y a 3 types d'informations. Il y a des informations de type blanc, des informations blanches dont l'accès est libre, des informations grises où c'est contrôlé, et des informations noires dont les gens n'ont pas accès. Mais malheureusement, il y a certaines informations de type noir qui se retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille à gérer ces questions-là. Docteur Djiré, ce retour a aussi été sanctionné par cette montée en galon du Premier ministre intérimaire, je vais citer le colonel Ablaye Maïga, qui est désormais Premier ministre intérimaire et ministre d'État. Bon, quand tu regardes bien, comme Soumanol a eu à le dire, c'est-à-dire il faut chercher tous les moyens de souder les Maliens et de ne pas frustrer. Le Premier ministre intérimaire a joué un rôle de médiateur, de rassembleur. Et selon la classe politique, ils s'entendent bien avec lui, ils se comprennent avec lui. Et aujourd'hui, si le président vu la nécessité, comme il l'a dit mon collègue Diarra, de continuer dans la même direction de la rectification qui a donné des résultats, parce qu'il faut reconnaître aujourd'hui, selon les statistiques, 91% des Maliens sont d'accord avec la transition malgré tout ce que nous vivons. Donc cette cohérence, il faut continuer avec ça. Donc ce qui m'explique. Oui, est-ce que ce nouveau statut du colonel Maïga ne pose pas la problématique même de l'aptitude du Premier ministre Choguel Kokala Maïga à remplir les charges qui sont les siennes? Bon, cette réponse, peut-être c'est le président qui pourra, très proche, pourra le dire, mais moi je sais que le ministre d'État est décrit dans d'autres gouvernements, et puis pourquoi ne pas l'expérimenter chez nous? Et tout ce qui ne sait pas, ils l'ont dit entre eux, qu'il n'y a pas de problème dans l'équipe. Donc moi je pense qu'on doit continuer dans ce sens, à les appuyer, à leur faire comprendre que le peuple est là pour vraiment veiller. Et c'est notre rôle en tant que sentinelle. Lorsque ça ne va pas, nous on est prêts à le dire, parce que je l'ai dit et je le répète. Moi, dans Sentinelle, nous on ne soutient pas un homme. On soutient les idées des hommes. Ce que Assimi prône aujourd'hui, c'est ce pour lequel nous sommes battus. Et tous les Maliens sont unanimes que nous sommes des acteurs de changement. Quand d'autres étaient dans l'air climatiseur, quand d'autres étaient en train de se moquer de nous quand on était là, à dire que le mouvement n'était pas bon, le régime n'était pas bon, aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes gens qui viennent nous dire que qui est bon, qui n'est pas bon. Et ce n'est pas les mêmes gens qui viennent nous dire que... Et oui, qui sont ces gens-là? Mais principalement les cadres qui est passé d'une transition réussie à revenir sur une transition qui veut maintenant le retour à l'ordre constitutionnel. Or ça n'a jamais été notre préoccupation. Parce que le retour à l'ordre constitutionnel n'a jamais été votre préoccupation. Je dis, le retour, on entend par retour à l'ordre constitutionnel par l'organisation des élections. Nous, on dit, aller aux élections sans les réformes est suicidaire. Et le monde l'a accepté. La CEDEAO l'a dit en 2018 quand ils sont venus. Le Mali ne peut pas organiser des élections sans ne pas faire des réformes. Ça, c'est un. Oui. Deuxième lecture, on ne doit pas se précipiter pour des élections, déjà que nous avons un chronogramme. Pourquoi venir, sachant que vous avez un chronogramme que vous-même, vous avez dit que vous avez approuvé avec le ministre de l'administration territoriale. Et aujourd'hui, vous revenez pour dire que non, vous êtes un cadre seulement pour le retour à l'ordre constitutionnel. Donc, qui ne veut pas le retour à l'ordre constitutionnel? Et d'ailleurs, je répète, oui, la constitution au Mali est toujours en vigueur. Donc c'est une contradiction en fait. D'accord. Evelyne, malgré vos appels à la démission du Premier ministre Choguel Kokala Maïga, le colonel Goïta a décidé de lui renouveler sa confiance.
Bon, moi, nous, on est toujours sur notre position concernant le Premier ministre Shogel, parce qu'il a montré ses limites. Ce n'est pas tout ce qu'il n'a pas pu faire en 1 an et presque 2 ans à la primature, ce n'est pas à son retour qu'il pourra le faire, surtout qu'il a eu quand même à subir un AVC, ce qui n'est pas rien pour monsieur qui est docteur en face de moi. Pour ce qui nous concerne, nous ne sommes pas en mesure de confirmer si effectivement je ne confirme rien, mais en ce qui est dit, et même par ses propres collaborateurs, c'est ce que je répète. Donc, voilà, donc je dirais que quelqu'un qui vient d'éprouver une situation médicale délicate ne peut être fonctionnel à 100%. Déjà qu'il ne l'était pas quand il était en bonne santé, ce n'est pas aujourd'hui après cela qu'il pourra faire grand chose. Donc nous on ne s'entend pas un miracle de sa part, et surtout que nous avons remarqué que c'est un retour forcé auprès des autorités, parce que si réellement le président de son plan voulait lui affirmer son retour en le reconfirmant, il n'avait pas besoin de faire tout ce qu'il a fait, cette propagande communicationnelle dont il est le maître d'œuvre depuis son arrivée, et avec ses tournées auprès des autorités pour dire qu'il est apte à reprendre. Mais le président sait très bien qu'il est apte à reprendre, puisqu'il doit être au courant de son état de santé bien avant qu'il aille le voir officiellement devant les médias. Donc moi je trouve que tout ça, ça montre que c'est un peu un forcing des autorités à revenir au pouvoir. Et sur ce que monsieur a dit concernant le nom du cadre, je tiens à l'informer que quand on dit réussite, une transition ne réussit que si des élections crédibles et transparentes sont au bout du tunnel. C'est-à-dire c'est après un retour constitutionnel qu'on parle de réussite d'une transition. Donc de sortir de la réussite... Qui a dit ça? Si. Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Moi, je n'ai pas besoin de vous dire qui a dit ça. Quels sont les textes? Il n'y a pas de texte. Voilà. Ce que vous venez de dire non plus, c'est contradictoire. C'est son analyse, ça, c'est mon analyse personnelle. Donc, quand je vous dis que réussir une transition réussie, l'aboutissement, c'est bel et bien, on ne va pas rester. Une transition, c'est comme si tu prends ton vol, tu vas dans un pays, tu transites, mais tu ne vas pas rester dans ce pays. Tu en transites, tu finiras par arriver à ta destination finale. Ben, c'est la même chose. On est en transit et la destination finale, c'est après les élections. Donc, que nous devons dire que nous sommes un cadre d'échange pour une transition réussie ou dire que c'est pour un ordre constitutionnel, les deux font de pair. C'est juste qu'on a changé et ce n'est pas là la question. La question est que pour nous, la transition, ce n'est pas une personne ni un groupe de personnes, mais plutôt une période qu'il faut soutenir parce qu'on veut sortir de ça. D'accord. Monsieur Diarra, quels sont les défis qui attendent en tout cas le Premier ministre revenant? Pour moi, les défis majeurs qui attendent le Premier ministre, c'est encore en fait, si vous voulez, le maintien de cette collégialité au sein de l'équipe gouvernementale. Et là, je ne parle même pas encore des 3 organes, mais d'abord au niveau du gouvernement. Parce que vous savez, dans une situation comme la nôtre, tant que le leadership n'est pas unifié en son sein pour porter l'action, ça devient toujours extrêmement difficile. Et je pense que nous l'avons vu. Le peu de temps que, par exemple, Shogel n'était pas encore là, qu'est-ce que nous avons vu? On avait comme l'impression que le pays n'avait pas une certaine direction. Et on avait également comme l'impression que il y a des petits groupes organisés tout autour en fait des premiers responsables de la transition, notamment les 5 colonels, et chacun donc avec quelque part son organisation politique, civile, et forces vives et tout ce qui s'ensuit. C'est cette façon effectivement de gérer un pays dans une transition qui est véritablement dramatique. Et le premier défi pour moi, c'est d'arriver d'abord à gagner ce combat-là, de faire en sorte qu'ils aient un ensemble, je dirais, compact en termes techniques, mais pour pouvoir simplement avancer. Le deuxième défi qui l'attend, et aussi bien que l'ensemble même du gouvernement, et de mon point de vue, ça c'est vraiment ce front social-là que nous sommes en train de voir. Parce qu'il y a cette ébullition quelque part comme s'il y a une cassure dans la confiance que le peuple qui a été suffisamment résilient a aujourd'hui vis-à-vis donc de ses dirigeants. Et cela est extrêmement interpellateur. Et donc un troisième élément dessus, c'est la vie chère qui est un défi. On parle de cette vie chère-là et peut-être que autour de la table, dans la suite des discussions, je vais donner quelques mots dedans parce que pour une fois, je vais mettre un aspect technique. Vous savez, la vie chère est intimement et très très liée
à une crise énergétique. Et nous vivons une crise énergétique de par le monde. Je ne vois pas au Mali, et j'interpelle en ce moment-là même le gouvernement, je ne vois pas, moi, si vous avez vu le communiqué même de la CEDEAO, où on parle en fait à encourager les États dans une réforme structurelle, en tout cas à aller dans des actions résilientes, parce que nous savons aujourd'hui que c'est de cela dont nous avons besoin, changer nos modes de consommation, et c'est cela qui fait partie de la principale des solutions. D'accord. Le gouvernement du Mali, le Premier ministre, ça devient le troisième défi majeur de mon point de vue, qu'ils aillent vers cela et pour que nous puissions effectivement arriver à trouver des solutions un peu à ce niveau-là, qui ne sont pas des solutions classiques de subvention ou encore des chiffres avec nos chers économistes, mais c'est des actions qui sous-tendent toujours ces chiffres-là qui doivent être là. Soumano, quels sont les grands défis qui attendent le Premier ministre Choguel Maïga? Alors, merci bien Barou pour cette question. Vous savez, moi j'ai souvent l'habitude de dire que une victoire en politique, ça ressemble à celle d'un match de football. Vous avez la première mi-temps, vous venez, vous allez dans le vestiaire, vous essayez de voir ce qui n'a pas marché, vous venez en seconde mi-temps. Ensuite, vous essayez d'égaliser, vous arrivez en prolongation et même au tir au but, mais au bout, la victoire, ça a le même coup. Que vous ayez gagné dans les 90 minutes ou que vous ayez gagné au bout, le tir au but, ça revient. Mais ça veut dire qu'il faudrait, c'est une constance et une mise en cause. Ceci étant, je pense que les 4 mois que le Premier ministre a eu à faire, j'ose espérer qu'il a eu le temps de revoir, de faire ce qu'on appelle la réminiscence, comme le disent les philosophes, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui peut être amélioré. Et donc, les militaires ont ce langage en disant que c'est le terrain qui commande. Il y a 4 mois, il y a des défis qui n'étaient pas vrais, qui n'étaient pas présents, mais aujourd'hui qui le sont. Il a parlé du défi énergétique, il a parlé de la vie chère aujourd'hui, mais si on y regarde, on essaie de voir ce qui se passe. D'un point de vue général, on voit que c'est un phénomène général, mondial, mais d'autres essaient de dire qu'au Mali, c'est parce qu'il n'y a pas eu de prévision. Donc ça veut dire qu'un certain nombre de défis qui n'étaient pas des préoccupations d'il y a 4 mois se remettent sur la table. Donc je prends le cas justement de la vie chère. Mais ce qui me paraît aujourd'hui important, c'est véritablement que tous les Maliens parlent le même langage. Parler le même langage veut dire réunir. Moi je l'ai dit, il faut qu'on évite des propos frustrants qui mettent certains dans leur posture initiale. Il faudrait en ramener. Parce qu'en fait, c'est normal. Moi, je vois le cadre dans son rôle. Quand le cadre demande la démission, de mon point de vue, le cadre a fait un choix. Mais cela n'a pas empêché le président Assimi, en bon responsable, de prendre sa décision. Et moi, je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit, quelle que soit la décision que le président Assimi prenait, il faut l'appuyer dans ça. Et il est aussi en management. On peut se tromper. Ça n'est pas grave de se tromper en management. Quelqu'un qui se trompe, c'est aussi du management. Donc, dans le fait que la personne a commis une erreur, il faut l'accompagner dans ça pour pouvoir reconnaître ses erreurs et changer de tir. Donc, je pense que ça, il est important. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, nul n'est omniscient. Personne n'est infaillible. On a chacun des défauts, des qualités. Mais là où on est aujourd'hui, le défi, pour moi, on ne peut rien gagner si nous ne parlons pas le même langage. D'accord. Ce langage international de la réussite de cette transition doit être empreint, j'allais dire, de l'union de l'ensemble des Maliens et d'éviter des propos qui puissent diviser davantage. Docteur Djiré, dans l'ambiance même de ce retour, la primature a enregistré la démission du directeur de cabinet du Premier ministre. Est-ce qu'on en sait beaucoup plus maintenant sur les raisons de cette démission? Bon, franchement, là, je ne sais pas beaucoup. Et puis, une démission purement individuelle et personnelle. Donc, du coup, connaissant la personne, l'intégrité de la personne, moi, je pense que c'est individuel, c'est personnel. Voilà. Donc, maintenant, ce que je dis et ce que j'insiste, j'ai toujours dit, comme l'a dit Soumano, la seule alternative politique pour une sortie des crises, c'est le chemin de la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Première des choses. Deuxième des choses, on doit se ressaisir. Tout le monde a commis d'erreurs. Et je pense que c'est le moment opportun de parler le langage de vérité. Il faut qu'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut que les Maliens se voient en leurs dirigeants. Il faut l'exemplarité qui a été prônée pour cette transition, c'est-à-dire une gouvernance à travers l'exemplarité. Lorsque le peuple se voit en... C'est le nouveau défi qui attend le Premier ministre. C'est le nouveau défi. Et je pense que tous les Maliens sont unanimes que cette équipe peut aller devant. Mais cette équipe doit se ressaisir et comprendre où est-ce qu'on a fait des erreurs.
venir au peuple. Et dernière des choses, la communication. Je pense que là, j'interpelle le gouvernement. Je pense qu'il y a beaucoup de manque de communication. Aujourd'hui, par exemple, avec les délestages, moi, j'ai fait des démarches, je suis allé jusqu'à là où on doit chercher l'information. J'ai compris qu'ils sont en train vraiment de préparer une grande conférence de presse pour expliquer aux Maliens qu'est-ce que l'énergie du Mali est en train de faire pour révolutionner l'énergie dont il le dit. Et vous allez le voir dans la semaine. Autre chose, parlons le port des casques. Mais quand j'ai interrogé les Maliens, j'ai fait une étude test, parce que nous sommes enseignants-chercheurs, pour essayer de comprendre est-ce que la jeunesse malienne, est-ce que les Maliens aiment les casques ou pas. Je me suis rendu compte que tous les Maliens sont d'accord sur le port des casques. Mais le problème, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens pour payer les casques. Et là, nous, on a lancé un programme de 10 000 casques. On a déjà distribué près de 500 casques. Ce n'est pas le gouvernement qui nous a donné les casques, c'est les Maliens qui nous ont donné les casques. Et on a distribué les casques aux Maliens. Mais est-ce que, normalement, on ne devrait pas communiquer sur ça en tant qu'enseignant-chercheur, urgentiste qui travaille au chercheur Gabriel Touré, expliquer au peuple malien que le port de casque est un acte citoyen. Vous partez en Côte d'Ivoire, tout le monde porte le casque. À Dakar, le casque. Au Burkina, le casque. Au Mali, quel est le problème? On va résoudre le problème d'abord. Autre chose, c'est d'aller voir les commerçants qui vendent les casques. Les commerçants rentrent à travers la douane. Donc, les expliquer qu'à partir de maintenant, nous allons nous mettre d'accord. Donc, c'est pour vous dire, j'appelle l'attention du gouvernement à communiquer. Chaque département doit communiquer. Le président de la transition a une vision. Quelle est la vision? C'est la vision du peuple. Il l'a dit. Et cette vision du peuple doit être réalisée sur les 3 axes. La souveraineté de l'État, le choix stratégique de nos partenaires et l'intérêt supérieur de la nation. Chaque dirigeant doit aller sur ces 3 piliers et pouvoir convaincre les Maliens. Parce que nous pensons que pour que la transition réussisse, il faut des convaincants convaincus. D'accord. Evelyne, cette démission du directeur de cabinet du Premier ministre a été largement commentée par les Maliens également. Oui, nous avons vu sur les réseaux sociaux comme tout le monde, mais il y a eu plein de rumeurs sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. Et il y a eu un démenti, je pense, de sa part concernant une histoire de corruption ou de détournement de fonds. Maintenant, s'il a démissionné, qu'il n'y a pas de raison valable, il est le seul à connaître ces raisons pour lesquelles il a démissionné. Donc pour moi, ce n'est même pas un débat, c'est quelqu'un qui a été nommé en poste, il démissionne. Bon, c'est un non-événement, en fait, en quelque sorte. Donc voilà, nous on n'a pas de prise ou d'analyse sur ça, cette question. Vraiment. Sur cette démission du directeur de cabinet, moi je pense que si on c'est quand même un sujet qui a passionné. Oui, mais on a vu aussi, j'ai vu aussi un petit communiqué passé de la part du monsieur, je ne sais pas si c'est authentique ou pas. De l'intéressé. Voilà, donc quand je dis monsieur, c'est vraiment un respect quand même toujours, parce que même si je ne retiens pas son nom, je peux dire monsieur le chef de cabinet. Voilà, voilà, c'est ça. Donc ce que je voulais dire là-dessus, c'est qu'il disait qu'il avait besoin de se reposer avec tant de périodes pensées, avec des activités intenses pour ne pas tomber donc dans la même situation de repos forcé, même si le repos forcé du PM n'est pas sorti là, mais pour ne pas tomber dans la même situation, j'ai vu passer ça. Non, c'était juste ce petit commentaire-là. Mais l'autre aspect que je voulais dire, je pense que, et ça c'est à l'attention même de la classe politique de mon point de vue, on est en train de vouloir non seulement créer un bruit, mais de faire donc un focus sur la personne de Choguel pour en faire un point central dans la vie politique malienne. Et ça, pour moi déjà, c'est gênant véritablement. C'est sincèrement gênant. Parce que pour moi, la classe politique, elle gagnerait mieux effectivement à être aux côtés du gouvernement pour faire en sorte que tout ce qui s'est fait, que la classe politique de manière inclusive et transparente puisse être associée et accompagnée, parce que au terme de la transition, il est question que c'est la classe politique, nous sommes en démocratie, qui continue de porter le pouvoir. Alors pourquoi faire cette fixation alors que ce peuple-là qui est là a vu tout le monde à l'œuvre? Ce peuple sait qui sait faire quoi, qui ne sait pas faire quoi, quelle est la moralité des uns et des autres, on sait tout ça. Alors créer ce bruit-là ou donner ce sentiment a tendance à nous distraire davantage. Pourtant les enjeux sont là. Et là les autorités, si jamais elles oublient et qu'elles essayent d'aller vers ce bruit, je ne dis pas de ne pas avoir de la considération pour les critiques positives, ou même si elles ne l'est pas, parce que quand on est dirigeant, lorsqu'il y a des critiques, il faut toujours écouter et regarder pour pouvoir avancer avec. Mais lorsqu'elles
vont mettre le cœur de leurs décisions à ce niveau-là, plus tard, les attentes, notamment par rapport au chronogramme et tout ça là, vont les rattraper. Tout le monde est d'accord qu'il y a eu énormément déjà de retard à côté de cela. Donc les autorités ne gagneraient pas à être dispersées, elles gagneraient à être concentrées parce que c'est-à-dire qu'au terme, le bilan il va être partagé au niveau des autorités. Et donc faire la fixation autour de la personne du PM ou autour de la personne de Choguel, en créant même souvent des choses entre lui et le PM intérimaire ou en disant son chef de cabinet, comme si tout ce qui s'est fait autour. Pour moi, c'est créer un environnement qui n'est pas sain et qui ne nous permet pas de rester serein. Et Soumano, est-ce que aussi on doit regarder cette démission du directeur de cabinet et même la nomination du Premier ministre intérimaire au rang de ministre d'État comme une sorte de vide qui est en train de se créer autour du Premier ministre revenant? Très sincèrement, moi je ne vois pas de problème. D'abord, premier point, le professeur Senghare, un monsieur que j'ai connu en 2007, d'une grande compétence et intégrité que j'ai connu parce qu'à l'époque, j'ai commencé à enseigner à l'UIG, il était directeur, donc je l'ai pratiqué. Et en tout cas, moi je sais que c'est un monsieur qui est très honnête et qui est très patriote. Donc heureusement, comme on a dit, certaines allégations qui ont à un moment donné circulé ont été démenties. Et en tout cas, moi, c'est monsieur, le fait qu'il ait démissionné, on va respecter son choix. Sa décision, mais je considère qu'on pouvait beaucoup tirer de lui. Ça, c'est mon point de vue par rapport au cas du professeur Senghare. Maintenant, pour revenir à la prise de galon, j'allais dire en guillemets, du Premier ministre intérimaire, pour moi, le poste de ministre délégué, ça n'a pas démarré aujourd'hui. Moi, je pense que les gens doivent se rappeler que déjà en 92, il y a eu des postes de ministre d'État. Il y a le professeur John Ouda à l'époque qui a été ministre d'État, ministre de la Défense. Il y a eu le professeur Mohamed Lamine aussi qui a été ministre d'État. Et même dans le gouvernement de ATT, il y a eu un ministre d'État, notamment le professeur Diakité, docteur M. Diakité, qui était du Bara, qui a été Yoro Diakité, qui a été ministre d'État. Ministre d'État, comme on le dit, si on analyse, le problème aujourd'hui, c'est que personne n'avait imaginé qu'il y aurait eu... Sauf qu'il va au-delà des ministres d'État. Il a été clairement indiqué qu'en cas de vacances, au niveau de la primature, c'est lui qui revient. Mais c'est ce que j'ai dit, la vacance qu'on a prévue, parce que ce que les gens doivent noter, qui peut me sortir aujourd'hui au Mali un texte qui rédige l'intérim? Il n'y en a pas. L'intérim, c'est un acte administratif, c'est une espèce de délégation de pouvoir qui doit être opposée en matière à la présidence, oui. Oui, je suis d'accord, mais c'est ce que j'ai dit. Le président de l'Assemblée. Oui, non, je parle de l'intérim. Les gens ont d'abord créé scandale en disant que quand on regarde l'intérim, la préséance, ils ont fait des commentaires. Mais aujourd'hui, un Premier ministre est au-dessus parce qu'ils ne sont même pas sur le même décret. Donc si le président de la République a décidé de nommer un intérimaire et ensuite abroger son décret pour lui donner le galon de ministre d'État, mais c'est son choix, c'est son pouvoir discrétionnaire. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'illégalité dans ça. C'est un choix qu'il faut respecter. Ça, c'est extrêmement important. Maintenant, moi, je vais finir par autre chose. Ce que je vais dire, il y a un défi qui se pose avec acuité, c'est la relance économique. Tout ce qui est lié à la vie chère, tout ce qui est lié à la création d'emplois, tout ce qui est lié au Front social, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore essayé de prendre à la mesure la relance économique. Et cette relance économique doit se traduire par deux impératifs. Le premier impératif, c'est de sauver les entreprises. Et je peux vous assurer, en tant que président de l'organisation des jeunes patrons, je sais combien d'entreprises n'ont pas accès au crédit, ne sont pas aujourd'hui les impôts. Il y en a plein. Moi, je vais les saluer ici. C'est le mieux parce que vous avez vu que les douanes ont réalisé leur plus grande performance pendant qu'on sort de l'embargo et les gens ne pensaient pas à ça. Donc, ça veut dire que les entrepreneurs maliens, les opérateurs maliens ont été des exemples en termes de paiement. Donc, il faut que l'État puisse les récompenser. Et deuxième chose, c'est la création d'emplois. Création d'emplois, aujourd'hui, quand on va sauver les entreprises, on va aussi créer des emplois parce que je peux vous assurer que tous les jours que Dieu fait, je reçois des jeunes en détresse qui viennent poser leurs problèmes d'emploi. Donc il faut que l'État puisse prendre en bras le corps cette question de relance économique. Le Mali a désormais fait le choix d'aller à la carte d'identité biométrique. En tout cas, le lancement a eu lieu courant cette semaine ici à Bamako. Et c'est une société allemande qui a désormais la lourde responsabilité de doter les Maliens de cette précieuse, de cette carte d'identité biométrique. Docteur Giré,
finalement, une épine, la question de la carte d'identité est désormais derrière les Maliens, qui était quand même problématique. Hein? Vraiment. Comme l'a dit Shogel, la politique est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Oui. Ce qui est nécessaire aujourd'hui au Mali, il faut numériser l'identification du Malien pour que ça soit quelque chose de plus cohérent, juste et en concordance avec les normes de la CEDEAO. Depuis 2014, la CEDEAO a demandé cette conformité au niveau des États. Tous les États membres de la CEDEAO ont la carte biométrique, sauf le Mali. Donc nous devons saluer là les autorités de la transition. Nous saluons là l'effort fourni par les autorités pour rendre possible cela. C'est ce qui est nécessaire. D'abord, c'est une carte d'identité numérique, en même temps une carte électeur. Ils ont expliqué l'autre jour, pour avoir cette carte, c'est très facile. Mais vous savez que chaque fois, il peut y avoir des problèmes. Maintenant, notre rôle en tant que veille, en tant que sentinelle, en tant que citoyen, c'est d'accompagner l'État dans la distribution et dans la promotion de ces cartes, pour que plus rapidement, on puisse aider le cadre à revenir à un ordre dit constitutionnel. Donc c'est le moment pour moi que nos pères hommes politiques doivent vraiment se ressaisir et accompagner cette transition qui a fait tant de choses et peut-être commettre des erreurs, parce qu'en faisant des choses, on commet des erreurs. Mais la capacité d'aider, c'est de faire analyser les erreurs et de les améliorer. Est-ce que l'une de ces erreurs aussi, c'est peut-être pour la transition d'avoir à attribuer ce marché de confection de ces cartes d'identité biométrique à une société allemande? Une erreur? Bon, moi je ne peux pas, parce que je ne sais pas comment ça se passe. Parce qu'un marché, ça c'est des marchés qui se lancent internationalement. Et les gens doivent compétir. Et vous savez que s'il y a compétition, il y a des organisations qui peuvent... J'ai entendu que c'est une organisation allemande qui doit travailler sous l'ordre de la sécurité d'État. Et de deux, il y a une organisation malienne, Diakité, je ne sais pas quoi, qui va travailler avec eux. La différence entre la fois dernière et maintenant, ce n'est pas la même chose. C'est comme aujourd'hui. Sauf qu'on a entendu un opérateur économique malien confirmer effectivement que le Mali dispose des moyens et d'expertise, en tout cas nécessaires pour pouvoir faire ce travail. Si cela est avoué, oui. Je pense que vraiment on doit l'écouter. Parce que celui qui parle aussi, il faut l'écouter, parce que c'est ça la démocratie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais moi, je ne suis pas autorité de l'État pour donner des explications dans ces... Ce qui est sûr, je sais que l'idée des cartes biométriques a été dit dans Malikoura Tassira, a été confirmée et réalisée. Parce que la politique, c'est l'art de réaliser ce qui est possible. Et ce que je dis toujours, un homme politique n'est pas obligé de dire tout ce qu'il pense. Mais il est obligé de réaliser tout ce qu'il promet. Ils ont promis les cartes biométriques sont là. Maintenant, donner à qui chose, ça doit être... Voilà, ça dépend de l'appréciation du gouvernement. L'accès à la carte d'identité ou même à la carte NINA était problématique. Enfin, finalement, une épine enlevée dans les pieds des Maliens. Bon, déjà, la carte biométrique, il le fallait parce que déjà notre carte d'identité nationale, elle ne nous sert pas à grand-chose. Parce que déjà, la manière dont elle est faite, c'est-à-dire tout le monde peut s'en procurer, et même pas seulement des Maliens. Il faut juste avoir un peu d'argent et tu peux te retrouver avec une carte nationale et faire des dégâts avec et après disparaître. Donc, alors que c'est un document administratif qui est très très important pour un pays, ça permet d'identifier les gens. Et si des personnes mal intentionnées d'une autre nationalité peuvent se procurer nos cartes d'identité très facilement, c'est très dangereux. Donc, cette carte biométrique va permettre, parce que c'est avec les renseignements du RAVEC qui ont été faits depuis 2008 à aujourd'hui, donc ils vont être, je crois, retransférés sur ces cartes, et ça va aussi permettre de faciliter les élections, puisque à chaque fois aller récupérer les cartes d'électeurs, ça posait tous les problèmes, mais ça faisait que même le taux de participation des jeunes était en baisse, parce que les jeunes ne sont pas très très chauds pour aller faire des 31 heures de temps à faire le rang pour avoir le carte d'électeur et tout ça. Donc si au moins tu as ta carte d'identité qui te permet aussi de voter, ça fait que peut-être qu'il y aura plus
plus de participation aux élections prochaines. Et donc, pour moi, c'est une très bonne chose que cette carte biométrique voit le jour. Est-ce que cette nouvelle aussi est arrivée avec un goût inachevé, avec la société, la nationalité de la société qui... Pour moi, je trouve que les gens épiloguent sur des choses qui n'en valent pas la peine. La carte d'identité nationale dont on parle était imprimée au Canada et les cartes... Oui, au nom de la souveraineté. Bon, la souveraineté ne veut parce que, en fait, les gens ne comprennent pas certains trucs. Il y a des Maliens, des entreprises maliennes qui vont chercher de la main-d'œuvre dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas leur compte ici. Ils ne trouvent pas des gens qui peuvent le faire. Moi, même si ce marché avait été donné à un Malien, je vous le jure qu'il allait sous-traiter avec l'étranger parce que les machines pour faire une carte biométrique, est-ce que quelle entreprise malienne peut dire que j'ai une machine pour tirer ou faire sortir ces cartes biométriques? On a quand même entendu, il a sorti d'un opérateur économique qui rassure à ce niveau. Cet opérateur économique, on sait de quoi il est capable et de ce que son entreprise est capable. On sait qu'il n'a pas de machine aujourd'hui. S'il l'a, qu'il sort. Mais qu'est-ce que vous en savez? On le sait parce puisque vous ne travaillez pas. On a travaillé avec lui en 2018 pour les campagnes. Je sais de qui je parle. C'est un camarade politique et donc on se connaît. Donc on sait de quoi qu'est-ce qu'il peut faire en question d'imprimerie. Mais quand on parle de carte d'identité biométrique, c'est les machines spéciaux qui le font. C'est pas nos machines qui font les petites imprimeries d'affiches et tout ça. À 4, non, c'est pas ça. Donc même si on l'avait donné à lui, il l'aurait sous-traité. Je pense que c'est parce que peut-être il a cherché le marché qu'il n'a pas eu qu'il se plaint. Sinon, je ne vois pas de problème. Monsieur Diarra, on a entendu quand même toutes ces récriminations contre le fait que c'est une société allemande qui a été finalement retenue pour confectionner ces cartes. Est-ce qu'on doit s'offusquer? Non, a priori, on ne doit pas s'offusquer. Mais je pense pour autant il y a lieu de clarifier un certain nombre de choses. Je ne pense pas qu'une telle activité ou un tel marché soit au-delà de la portée du secteur privé malien. Parce que faisons extrêmement attention, vous voyez la Coupe du Monde actuellement qui est en train d'assurer en fait la retransmission et tout. Ce n'est plus Canal, c'est une société togolaise mais constituée effectivement d'Africains et de la diaspora et ceux donc locaux qui se donnent parce que la technologie, la connaissance aujourd'hui elle est universelle. Je ne suis pas certain que cela puisse être au-delà de la portée du secteur privé malien. Mais au-delà, s'offusquer pour cela, non. Parce que a priori, quand on ne connaît pas le contexte dans lequel le marché est passé. Oui, mais pour un pays qui aspire à retrouver sa souveraineté pleine et entière. Non, aspirer à retrouver sa souveraineté, ça se travaille, ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que, ce que j'ai dit tout à l'heure, si en fait il y a une concurrence qui a été ouverte. Sauf que la carte d'identité, quand même, c'est un outil de souveraineté. Non, je suis d'accord, mais je pense qu'ils avaient cette réflexion quand vous voyez, même dans le décret qui a même donc si vous voulez, institué et aussi réglementé ça, vous voyez, c'est très clair que la gestion et la production sont sous l'égide du département en charge de la sécurité. C'est clairement dit dedans. Donc ça veut dire que c'est cet aspect-là qu'ils ont. C'est pas parce que quelqu'un de l'extérieur est là. Si quelqu'un de l'extérieur est là, avec un savoir-faire, avec une façon de faire, toutes les capacités techniques et économiques liées à ça et dans les contextes du marché, des contextes de transparence, si tout cela a été respecté et que ça se fait selon ce que le gouvernement lui veut en préservant sa souveraineté, mais cela, ça se fait au pas, c'est-à-dire que pas après pas. C'est pas parce que simplement c'est un Allemand. Il y a des Maliens, là je suis d'accord avec elle. Vous trouvez des Maliens aux États-Unis, en Allemagne et tout ça, qui ont des entreprises et qui font des choses là-bas. Ce sur quoi nous devons, en tout cas moi, recentrer le débat, c'est vraiment l'importance de disposer de cet outil-là. Parce que cet outil-là, je vais vous dire que ça a un lien direct avec la planification. Vous voyez, on va parler de ça. Voilà. Donc c'est extrêmement important. Déjà sur la question de la société allemande, finalement. Est-ce qu'on doit comprendre cette sortie de Jamil Bitar, puisque c'est de lui qu'il s'agit? Bon, lui seul connaît ses raisons pour qu'il est sorti. Il a quand même donné ses raisons. Il a donné ses raisons. Moi, je vais en tant que... Je rappelle au passage qu'il n'a pas parlé de sa propre société. Oui, je parle maintenant en tant que représentant du secteur privé, en tout cas pour l'aspect jeu. Vous savez, comme il a dit, l'État, je vais surprendre beaucoup de gens ici, l'État est le plus grand pourvoyeur de commandes. Enfin, qui achète le plus avec le privé. Et en général, les statistiques qu'on a, c'est que l'État, le plus gros opérateur, la part de l'État reprend 70% dans le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est important, ça, c'est des chiffres. Maintenant, l'État aussi a des procédures d'attribution des marchés, sauf pour le cas des marchés placés
secret défense, là où il n'y a pas de mise en concurrence. Mais dans tous les cas, même si l'État doit acheter pour 10 millions, ou 25 millions, je ne connais plus les seuils, mais il y a forcément, pour les règles de la transparence, il y a la mise en concurrence. La mise en concurrence, l'avantage c'est quoi? C'est l'économie d'échelle. Le Premier ministre l'a indiqué, et le ministre de l'administration territoriale l'a dit, il y a une économie d'échelle. Il y a aussi le fait que véritablement les thèmes de référence ont été faits par le ministère de la Sécurité et le ministère de l'administration territoriale. Mais c'est que là où je ne suis pas d'accord, il ne s'agit pas seulement de vouloir affirmer notre souveraineté s'il y a eu la mise en concurrence et que nos propositions techniques et financières n'atteignent pas celles de ceux qui veulent faire le travail. Aujourd'hui, le Mali, que ce soit une société allemande, que ce soit une société, je ne sais pas moi, américaine, que ce soit une société israélienne, que ce soit une société burkinabé, on n'a pas empêché à la société malienne de postuler. Mais dans les règles d'attribution des marchés, il y a ce qu'on appelle le mieux disant. Celui qui fait la meilleure proposition technique, je n'apprends rien à mon avis, et avec la proposition financière la plus alléchante. Donc s'il s'est trouvé, moi je n'étais pas dans la commission, mais j'estime qu'il faut respecter, saluer le travail fait par la commission. Il est facile de dire, le Malien peut le faire, mais est-ce qu'il faut donner pour donner? Il faut aussi les garanties. Il y a des TDR qui ont été faits, aucun d'entre nous n'a vu le TDR, mais j'estime que ceux qui ont fait le choix, on travaille sur la base des TDR. Maintenant, s'il a des éléments comme quoi il n'y a pas eu, l'attribution a été faite dans des conditions non transparentes, il n'a qu'à le dire. Il est libre de le faire. On pouvait tout de même aussi ouvrir le marché aux nationaux. Mais là, tu vas violer tes propres textes. Parce que c'est dans ton code de passation où dit tu es la mise en concurrence. On n'a jamais dit qu'il y a l'international intervient. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Moi, je suis représentant du secteur privé. J'aime défendre le secteur privé, mais je défends le secteur privé dans la vérité. Ça, c'est important. Direz, avec cette carte d'identité finalement biométrique, qu'est-ce qui va changer? Et ce qui va changer, d'abord, c'est la rapidité d'adquisition, la fiabilité et puis la diaspora. Vous savez ce qui s'est passé avec la diaspora, comme moteur même impulseur de l'économie nationale. La diaspora pourra se reposer. Troisième des choses, à travers cette carte biométrique, on montre que le Mali est ouvert à tous les pays du monde. C'est la compétence qui nous intéresse. Et puis, nous sommes en confort avec la CEDEAO. Parce que moi, je l'ai toujours dit, les gens crient la CEDEAO, c'est nous-mêmes. C'est notre communauté qui doit assurer la sécurité biométrique, la sécurité dans tous les sens des communautés de la CEDEAO. Donc moi je pense que c'est vraiment révolutionnaire. On a attendu ça beaucoup de fois, on n'a pas pu l'avoir. Dans une transition, on arrive à l'avoir, on doit les applaudir, on doit les féliciter. Parce qu'il y a 30 ans, on cherchait ça. On voulait seulement sécuriser. Là où tu pars dans le monde, les cartes sont sécurisées. On a été dans l'Amérique, en Asie. La première des choses, c'est ta carte d'identité. Donc si on a ça aujourd'hui, ça permet vraiment, et ça peut même aller sur la santé. À travers ça, on peut les paracher directement sur la carte AMO. Ça, c'est révolutionnaire aussi. Avec ça, l'assurance vie. Donc, nous sommes en train de décrire un Mali dans une vision future. Toute action menée dans une vision va réussir, même si le cadre n'est pas d'accord. Toute action dans une vision, nous avons une vision. Notre vision, c'est le Mali nouveau. Le Mali nouveau ne se ferait qu'à travers les nouvelles hommes politiques maliens qui vivent Mali, qui respirent Mali, et qui ont une direction très claire. Donc, malgré ce que le président a dit, malgré les déstabilisations internes et externes, ça c'est normal. Aujourd'hui, nous sommes dans une transition, mais nous avons une opposition et une majorité. On était du côté de l'opposition, on est passé à la majorité. Maintenant, la majorité, l'opposition, c'est les cadres. Il faut les comprendre, ils sont dans leur rôle. Parce que ce qu'ils sont en train de faire aussi, c'est salutaire. Parce qu'au moins, ils disent ce qu'ils pensent. Ils donnent des propositions, mais ils n'ont jamais rentré dans l'extrême, essayer d'insulter les gens. Non. Ils disent ce qu'ils pensent. Donc moi, je pense qu'avec la carte biométrique, Evelyne va aller demain, il aura sa carte, et puis moi aussi, et puis voilà, on va faire la paix si c'est le Mali qui gagne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, voilà. Evelyne, finalement, la carte d'identité biométrique est là. Tout va changer finalement en termes de sécurité de l'identité malienne? Bon, je trouve que beaucoup de choses vont changer. On a vu avec le passeport, l'ancien passeport, on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qu'on retrouvait dans la mer avec des passeports maliens. Il ne s'agissait même pas des Maliens, des personnes qui quittaient l'étranger parce que chez eux c'était difficile d'avoir des papiers. Oui. Et ici on venait prendre nos papiers parce que c'était du pain qu'on ramassait partout. Et le fait qu'on a biométrisé le passeport
passeport, ça fait que ça a sécurisé nos documents. Et aujourd'hui, si on arrive à le faire avec les cartes d'identité nationale, ça sera encore mieux. Et aussi pour la diaspora, comme l'a dit, la carte NINA a posé beaucoup de problèmes aux Maliens de l'extérieur. Si cette fois-ci, ils ont la chance d'avoir une carte biométrique bien faite, bon, j'espère qu'elle sera aussi accessible, qu'elle ne sera pas comme la carte NINA qui nous a posé tous les problèmes du monde, que ce sera quelque chose d'accessible à tous les Maliens où qu'ils se trouvent. Donc ça va permettre de sécuriser beaucoup de choses concernant même la sécurité même du pays. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va permettre une augmentation au niveau de la participation des jeunes aux élections prochaines. Okay. Ils ont déjà donné des 100 personnes. Donc vous m'avez. C'était quand même le lancement. Oui, Monsieur Diarra, est-ce que cette question de l'accessibilité prochaine, si vous voulez, de ces cartes-là, on doit s'attarder là-dessus? Non, on doit s'attarder là-dessus parce que pour que la carte elle-même fasse impact, il faut que les gens y aient accès, il faut que les gens soient enrôlés. Et ce que dit le décret, à mon avis, il y a des choses qui doivent être faites en plus, sinon il y a problème. Quand le décret dit, si ma mémoire ne m'échappe pas, que déjà les premiers lots vont être donnés gratuitement. Et que c'est quand tu veux renouveler maintenant, 5 ans. Que tu vas payer, alors que cela fait 5 ans. Mais le décret ne précise pas, c'est-à-dire la période durant laquelle on va veiller à ce que cette première donation-là, en tout cas à la tranche d'âge donnée, minimum 5 ans, et donc obligation faite pour les 15 ans, mais que pour notamment ceux pour qui c'est l'obligation à partir des 15 ans, que sur une période, on puisse dire, peut-être en tout cas dans la première année, de fixer une période dans laquelle où des dispositions doivent être déployées pour que chacun ait sa première carte. Parce que c'est à partir de là que même le renouvellement et tout cela, c'est des choses sur lesquelles on peut y travailler. Ces dispositions-là, en tout cas, parce que même quand on dit par rapport au prix, on a dit simplement que c'est le ministère en charge donc de la sécurité qui va effectivement donc prendre les textes pour fixer le prix, mais pas les conditions dans lesquelles, ou la date, ou actuellement. Donc, l'enrôlement, à mon avis, conditionne en fait la réussite de ce processus-là. Et pour moi, pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de clairvoyance là-dessus, à moins que des informations m'aient échappé. La question de l'accessibilité, on doit essayer de l'analyser dès maintenant. Oui, bien sûr, surtout pour celle de la diaspora, Malien établi à l'extérieur. Vous savez, moi, je reviens d'un grand voyage où j'ai beaucoup discuté avec la diaspora. Et surtout quand la chose a été lancée, j'ai encore eu la chance de discuter, parce que sur beaucoup de groupes WhatsApp. Certains pensent qu'il faudrait déjà régler la question qui bloquait un fait leur attention de Nina. Je pense que ça, c'est une doléance que moi-même particulièrement j'adresse à nos autorités. Parce que la Nina est toujours un point de vue. Voilà, donc on a parlé de Nina. Donc si certains ont des soucis pour pouvoir accéder à leur Nina, avec ça aussi, le problème n'est pas réglé, on a juste déplacé. Les deux sont liés. Hein? Voilà, donc on a déplacé, mais voilà, donc il faut déjà réfléchir très rapidement à un chronogramme, parce qu'il y a certains, d'après les informations, ont déposé leur demande de rectification qui malheureusement, ces demandes ne sont pas satisfaites. Donc il faut mettre un chronogramme pour dégager tout ça et traiter ces dossiers-là. En ce moment, on va applaudir demain. Mais d'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, moi, je peux vous apprendre que le Sénégal a même sorti la dernière fois des Maliens qui partaient avec leur carte nationale qui n'avaient pas, mais aujourd'hui on n'accepte pas dans l'aéroport les cartes actuelles qu'on a, soit le passeport, soit le nom. Donc c'est compliqué. Vous avez 20 secondes. Je voulais dire que vraiment pour l'accessibilité, normalement on dispose de 300 centres de distribution sur toutes les dates, mais que ça ne fonctionne pas. Par exemple, à Bamako, oui, mais dans les cercles, on a été dans des cercles qui n'ont jamais vu les RAVEC et tout ça. Donc moi je pense que l'autre jour, quand on a échangé avec certains, les dispositions sont prises pour mettre tous ces centres-là fonctionnels. Parce que c'est avec ces cartes qu'on va faire les élections, en fait. Donc la priorité, oui, c'est avec ces cartes-là qu'on va faire les élections. Ils ont dit ça, mais ça ne ressort pas dans le décret. Oui, c'est sous-entendu, en fait. Parce que le décret dit ça va. Notre rôle aussi, c'est de le dire dès maintenant et de veiller à ça. Comme mouvement de veille citoyenne, tous les mouvements doivent aider aussi l'État pour faire de ça un travail. Vous voyez, par exemple, les jeunes volontaires, nous, par exemple, on rentre en congé de Noël, tout ça. Les gens peuvent volontairement essayer d'aider sans qu'il y ait des primes ni rien pour pouvoir avoir l'accessibilité à ça. D'autres pays le font. Et moi, je pense que c'est ça la citoyenneté. Il faut aider les gouvernements
à faire les bonnes choses. D'accord. Allez-y, Voilà. Non, ce que je voulais dire, si c'est lié, ou si ça va être lié aux élections, les temps sont connus, les délais sont courts et les gens doivent y avoir accès en ce moment avant les élections. Donc, des dispositions urgentes alors sont vraiment nécessaires. C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Regard Croisé qui recevait comme invité Monsieur Bagui Diarra. Il est analyste politique, Cheikh Oumar Soumanou de l'Organisation des jeunes patrons du Mali, Dr Mohamed Kassoum Djiré, président des Sentinelles du Mali, et Evelyne Jacques, censurée ce soir. Censurée, Evelyne et Cheikh Oumar, regarde, Cheikh Oumar. Et comme je suis à cheval, oui. C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Regard Croisé. Merci à vous de l'avoir suivi.